Delio, Christian, Roland, c'était pas des adeptes de l'entraînement. Hein. Quand on partait en déplacement, c'était jouer au tarot toute la nuit. Hein. Et il dormait le matin. Il m'est arrivé de faire chambre avec Roland. Le matin, je ne le voyais pas de la nuit parce qu'il jouait au tarot avec ses potes. Et le matin, il me disait, ne fais pas de bruit, je dors. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. 1m86 pour 92 kg, des cuisses de rugbyman, une frappe de mule et la niaque chevillée au corps. Milieu défensif infatigable, notre invité fut longtemps la sentinelle silencieuse mais indispensable de ses équipes. Formé à l'INF Vichy, là où le légendaire Pierre Pibarot lui prédisait de longues saisons d'apprentissage avant d'éclore, il déjoue tous les pronostics. À 20 ans, il s'impose à l'AS Monaco. Révélation France Football de l'année 1979, il goûte à l'équipe de France dans la foulée et pour sa première sélection, il marque même de la tête sur un service de Michel Platini en personne. Très vite, le palmarès s'écrit à grandes lettres, Coupe de France, puis un titre de champion en 1982. Lille, Toulouse, Rennes, Reims, Grenoble, partout, il laisse l'empreinte d'un joueur de devoir régulier et respecté, un homme capable de tout donner pour son club, jusqu'à décrocher le téléphone au siège du Stade de Reims pour vendre lui-même des billets et chauffer les supporters à la veille d'une demi-finale et transformer le stade Auguste Delaune en volcan le temps d'une soirée de Coupe de France. Monstre physique, il poussait la préparation jusqu'au sommet des montagnes italiennes, courant aux côtés de champions de ski pour forger un corps d'acier et redevenir chaque saison un véritable avion. Chaussettes baissées sans protège tibia, accrochées au grillage pour haranguer les tribunes ou avalant les kilomètres pour protéger sa défense, il incarnait ce football qui ne triche jamais, ce foot de combat des années 80, celui des pelouses miteuses, des défenseurs filous et des arbitrages douteux. Ce féru de randonnée va nous faire partager une belle balade dans ses souvenirs. Notre invité aujourd'hui, c'est Didier Christophe. Didier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, hein, c'est très gentil de m'accueillir à Paris et à New York. Et voilà, après, des souvenirs, il en reste encore quelques-uns, malgré les 70 ans qui approchent, mais c'est bien. Alors, Didier, raconte-nous un petit peu comment a débuté pour toi la passion pour le foot. C'est vraiment une histoire très bizarroïde, parce que moi, en fait, j'étais un joueur talentueux de basket. Je D'accord. suis issu d'une famille de basketteurs. Mon père a été un très bon basketteur. Mes sœurs ont joué en division 1 féminine. Mon frère a joué pendant de longues années à l'ASVEL, à Châlons, à Vichy, enfin des clubs à l'époque qui étaient l'équivalent de la Pro A aujourd'hui. Et moi, bien sûr, j'ai baigné là-dedans, comme toute ma famille, que ce soit les oncles, les cousins, mes frères et sœurs et mes parents, bien sûr. Donc voilà, jusqu'à 16 ans, j'ai joué au basket. Et le basket, j'étais quelqu'un de très talentueux, à tel point que quand j'avais 12-13 ans, je faisais ce qu'on appelait le critérium du jeune basketteur, qui était l'équivalent du Du concours du jeune footballeur, ouais. et en fait, je le faisais par dérogation. Parce qu'à l'époque, j'étais trop jeune pour rentrer dans le concours, mais les organisateurs acceptaient que je fasse tous les tests. Et puis, en toute modestie, je pliais tout le monde, que Ouais. ce soit sur les dribbles, que ce soit sur les parcours dribblés, que ce soit sur les shoots. Et en fait, j'étais hyper doué pour le basket, à tel point qu'à 14 ans, il y avait tous les clubs de la Pro A de l'époque qui souhaitaient que j'aille jouer chez eux, quoi. Et puis, donc, comme c'était un sport familial, vous pensez bien que le jour où j'ai dit que je voulais aller jouer au football, ça a été un peu plus compliqué au niveau de la maison, sachant que sur les feuilles de match, par exemple, il y avait 7-8 joueurs, c'était 7-8 Christophe, quoi. Il y avait Christophe Gérard, Christophe Charles, Christophe Didier, Christophe, je sais plus comment encore. Bon, enfin bref, il y avait que des Christophe. Je me souviens bien d'une anecdote, si vous voulez, où moi, qui enquillais les paniers comme d'autres enquillent des perles, avec 14 ans, je jouais déjà avec les seniors. Wow. Et je marquais des paniers, et puis les adversaires, une équipe, une fois adverse, avait dit, mais fracassez-moi celui-là qui met le panier, des trucs comme ça. Bon, le problème, c'est qu'ils savaient pas que c'était toute la famille qui jouait, quoi. Ouais. C'est plutôt peut-être le contraire qui s'est produit. Donc, et puis, bon, à l'époque, le basket n'était pas professionnel. Ouais. Le football, bien sûr, lui, commençait à l'être, même bien ancré dans les gènes. Donc, un jour, j'ai dit que je voulais aller jouer au foot. Alors, t'as quel âge quand tu décides ça?
Bah, j'ai 15 ans. J'ai Ah ouais, 15 ans. donc tu joues et là, jusqu'à tes 15 ans, tu joues quasiment jamais au foot ou tu joues quand même avec tes Ah, potes je dans la joue au foot cour? avec les copains dans le village, autour Ouais, du village. On casse quelques vitres, on casse quelques carreaux, on cabosse quelques voitures. Les buts, c'était des platanes. Donc, oui, je joue au foot comme ça. Mais ouais. bon, moi, je me débrouillais pas mal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai annoncé ça, j'ai fait une saison avec 2 licences. Une licence foot et une licence basket. Sauf Waouh. que la licence foot, le club était à 10 kilomètres de la commune dans laquelle j'habitais. Et puis, mon père, il m'avait dit, bah, tu te débrouilles pour aller faire tes matchs, et ainsi de suite. Alors, il n'était pas rare, par exemple, que je jouais le matin à 8h30. Quand le match était fini, je rentrais en courant à la commune chez moi pour faire le match de basket. Bon, c'est Waouh. arrivé plusieurs fois. Et puis, bien sûr, à la fin de l'année, il y a eu le gros conseil de famille en disant non, je vais arrêter le basket et je vais aller jouer au foot. Donc, Mais, conseil mais, de... mais, mais à ce moment, avant même que tu démarres, pourquoi tu préfères le foot au basket? Parce que c'était professionnel. Ah, Ah, donc tu d'accord. étais dans l'optique pro. Ah oui, oui, j'étais parti pour ça. Le football était un sport professionnel, le basket n'était pas un sport professionnel à l'époque. C'était pas du tout le basket de nos jours, quoi. Donc voilà, et donc il y a eu ce fameux conseil de famille où mon père m'a dit t'as intérêt à réussir. Et dans le même temps, il s'était créé l'INF Vichy, qui a été Ouais. créé en 72. Et donc moi en 73, j'ai dit je veux faire cette école qui forme des professionnels. Donc, j'ai fait le concours de l'INF Vichy. Mon père m'a dit, bien sûr, tu as intérêt à réussir parce que ne compte pas trop sur moi. Même si après, tous les matins, avant de partir au boulot, il m'écrivait des séances d'entraînement où il venait m'entraîner à un ballon de basket. Il faisait des chandelles de 30 mètres. Il fallait que je cours pour amortir le ballon et ainsi de suite. Donc voilà, j'avais le programme qui était tout tracé. Et donc, j'ai fait ce concours de l'INF Vichy. Sauf qu'à l'époque, une semaine avant le concours, c'était d'abord un concours départemental, après Ouais. un concours régional, et après il y avait un concours national. Et Et tu es dans quelle commune, pardon? Je sais aux pas si Roches tu de, l'as dit. aux Roches de Condrieu en Isère. Les Roches de Condrieu en Isère, c'est une commune qui est à côté de Vienne, une quarantaine de kilomètres en dessous de Lyon en descendant vers Marseille. Alors que tu es né dans le Rhône. Je suis né dans le Rhône, mais en fait, le Rhône, je suis né à Sainte-Colombe, et Sainte-Colombe, c'est en face de Vienne. Ah oui. Personne ne croit que Sainte-Colombe, c'est dans le Rhône, quoi. C'est du côté de Condrieu. Condrieu pour ses vins, pour le contre-rôti, et ainsi Ouais. de suite, en Puy. Donc, il suffisait de traverser un pont pour trouver en Isère, quoi. L'avant-veille du concours départemental, je me fracture le poignet. Comment tu te le fractures? Un tournoi de six. Un tournoi de six à côté de Vienne, à Monsfou-Milieu, ça s'appelait d'ailleurs. Je me fracasse le poignet. Du coup, je peux pas aller faire ce concours. Donc, on prévient l'organisation qu'on ne peut pas faire le concours. Mais bon, par quelques chemins détournés, on réussit à me faire venir au concours régional. Ah, d'accord. Même si tu n'avais pas passé le concours. Même si j'avais pas passé le concours. Et le chemin détourné, c'est que vous t'envoie les grands frères joueurs de basket menacer Non, l'organisateur non, non, ou... non, non, c'est pas menacé. On a fait tout ce qu'il fallait auprès du district de l'époque pour demander, parce que j'avais quand même une licence foot dans l'année, hein, de dire c'est dommage parce que moi je me prépare pour ça depuis des mois. C'est Ouais. dommage de pas faire ce concours. Mon père, qui était quelqu'un d'imposant, très reconnu dans le milieu sportif, bon, il a fait ce qu'il y avait à faire aussi. Et puis les choses se sont faites et qu'en fait j'ai fait le concours. Il a déjà lieu à Vichy. D'accord. C'est quoi Alors, premièrement, comment tu te prépares psychologiquement pour ce concours et qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'était à l'époque tous les tests de jonglerie, tous les tests de parcours, tous les tests de passe longue, pied droit, pied gauche, le jeu de tête, et ainsi de suite. Et il y avait beaucoup le jeu de volley, sur des reprises de volley, sur des centres qui venaient. Bon, à l'époque, les ballons, c'était pas les ballons d'aujourd'hui, hein. Ouais, c'est des gros ballons en cuir qui Ouais, vous voilà. défonçaient la tête. Ouais. Je me prépare avec mon père qui me faisait un programme. Je me prépare tout seul. Je cours, je m'entraîne, je fais beaucoup de travail physique. Mon père me faisait faire des fractionnés sur 1000 mètres. Au Roche de Condrieu, d'ailleurs, sur le terrain, il y avait une piste. Et cette piste faisait 333 mètres. Et donc, il fallait que je fasse des 1000 mètres. Mais je m'arrêtais au troisième tour, plus 1 mètre. Plus les kilomètres. Parce que mon père, tout ça et tout. Et je faisais des 1000 mètres en veux-tu, en voilà. Ah, Ce qui explique. Après, mon père, il m'emmenait autour de chez nous, il y avait des montagnes, tout ça et tout. Il me posait au pied de la montagne. Il me disait, je t'attends en haut. Il y avait 10 bornes à faire. ah. Donc, Ah oui, voilà. c'était l'armée. Tu n'es pas le seul profil qui a été un peu poussé par son père. Il y a un moment donné où le fils dit à son père, c'est bon, laisse-moi tranquille. Quand est-ce que c'est arrivé chez toi où tu as dit à ton père, non, c'est bon, je peux me démerder tout seul maintenant? J'ai jamais fait ça, moi.
Ok. Je vais te dire pourquoi, parce que quand je suis rentré à Vichy, bon, j'ai fait le concours régional pour refaire une parenthèse. Le premier jour, je fais le test de jeu de volley et il pleuvait, ces fameux ballons qui arrivent, je le prends carrément au bout du pied comme ça. D'accord. J'avais une cheville comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Donc je vais voir Monsieur Pivaro et je lui dis, je suis désolé, je peux pas continuer parce que Et ce qu'il te dit, c'est pas toi qui t'es pété le poignet déjà il y a, il y a quelques ouais, temps? non, mais ça, il ne le savait pas, mais je lui dis non, je peux pas continuer. Il me dit, tu veux être professionnel? Ben, j'ai dit oui, j'aimerais bien, mais bon, il dit, ben, un vrai pro, il continue quand même le concours. Oh là là. Donc, il D'accord. m'emmène au Crêpes de Vichy, il m'emmène dans ce qui sert de toilette où il y a des lavabos, il commence à mettre dans la vasque le robinet d'eau chaude à fond, des manettes, et il met 2 ampoules de Percutalgine dedans. La Percutalgine, c'était un peu des anti-inflammatoires de l'époque. Ouais. Il me dit, mets le pied dedans. Mais j'ai dit, je peux pas, monsieur, mettre le pied dedans, c'est pas possible. Il dit, quand on veut être pro, on doit faire des sacrifices. Ah, c'est Karate Kid. Bon, ben, j'ai mis le pied dedans, ils m'ont strappé, j'ai fini le concours et j'ai été pris à Vichy. Et alors, quand tu racontes ça à ton père, il doit halluciner, non? Ou peut-être que tu lui as pas dit, je sais pas. Ah non, mon père, il hallucine pas, hein. Non, non. Mon père, il est dans la même lignée que Pibaro, hein. Il y a pas de Ah, il aurait fait d'accord. pareil. Mais, Ah ouais, non, d'accord. mon père, c'est quelqu'un, comme il disait Guillaume, c'était quelqu'un de très rigoureux, de très exigeant. Bon, l'armée, moi, je savais pas ce que c'était, donc je peux pas te dire si c'était l'armée ou quoi. Mais Guillaume non plus, hein. d'autant plus que même je n'étais pas prêt après parce que j'ai été réformé. Mais bon, voilà, quoi, c'était comme ça. À partir du moment où il y avait ce challenge de dire il faut que tu réussisses, mais après, une fois que je suis rentré à Vichy, j'ai été livré à moi-même. Mon père était plus là. Le seul Ouais. problème qu'il y a eu, c'est qu'à la fin du premier trimestre, à Vichy, il y a eu le premier bulletin. Et alors, on était 40 par promotion. D'accord. T'étais avec Jean-Luc Ettori ou pas? Parce que je sais que lui aussi, il était dans Jean-Luc, la première promo. il est arrivé la saison d'avant. Ah, d'accord. Lui, il a fait l'ouverture à l'INF. Moi, j'étais dans la promotion d'après. Le premier trimestre, donc, à la maison, on reçoit le bulletin. Alors oui, on était 40 par promotion. La deuxième année, il ne restait plus que 25 et la troisième année, il ne restait plus que 12. Bah, De la même. C'est Koh-Lanta. Et donc, ouais, c'est Koh-Lanta un peu, c'est un peu ça. Et le bulletin, il arrive et puis s'il continue comme ça, il va pas rester longtemps à l'INF Vichy. À la maison, ça a été un peu compliqué. Mais quand je suis retourné en janvier, il n'y a plus de problème. Je me suis mis et puis là, je suis parti sur le programme de Lionel Vichy. Tout à l'heure, tu parlais de mes mensurations, tout ça et tout. Je me souviens que je suis rentré à Vichy. Moi, je faisais quelque chose comme 60, pas loin de 80 kilos, 82 kilos. J'en ai perdu 6-7 et j'en suis sorti, j'en étais à 90, quoi. wow. En 3 ans, en 2 ans et demi. Donc, parce que c'était un programme très rigoureux, très exigeant. Il faut savoir qu'on avait des formateurs extraordinaires. Il y a pas, il y a plus de formateurs comme ça. Il y avait Gérard Banide, il y avait Francisco Fillot, il y avait Pierre Balaguet, il y avait Pierre Michelin. C'était des phénomènes. Ouais, c'est vraiment des noms mythiques, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, exactement. C'est des noms mythiques de la formation, ça. Et on faisait, bon, alors on avait un programme scolaire à côté, mais on était branché carrément football, quoi. Et puis c'était un entraînement matin et après-midi. C'était tous les jours jusqu'au samedi matin. Et match le dimanche. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on jouait à Vichy, on faisait que des championnats seniors. Il y avait la division 3, il y avait la division de Nord et il y avait la promotion de Nord. Et quand vous êtes en Auvergne et que vous jouez en promotion de Nord ou en division de Nord, que vous allez dans des villages comme La Palisse, comme Courpierre, comme Rigon, comme Brassac, où il y avait les frères Tizinski, et que vous arriviez comme étant les labellisés l'école des stars de France, les futurs stars, ouais. vous aviez 15-16 ans, tout ça, il fallait avoir les nerfs sacrément accrochés, et costaud. Donc ces 3 ans se sont déroulés, donc après la remise en place des idées familiales, au mois de décembre, les choses se sont déroulées normalement. Moi, j'ai hyper progressé. J'ai été gardé dans les 25 qui restaient. J'ai été gardé dans les 12 qui restaient après. Et puis, j'ai fait ma 3e année. Et après, je suis parti dans un club pro. Qu'est-ce que tu changes après ce premier trimestre? Tu dis que tu as une remise en question. Qu'est-ce que tu changes exactement? La mentalité, l'état d'esprit. Moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone. Mais bon, la mentalité, l'état d'esprit, vous pensez que vous êtes là, ça y est, c'est fait, ça va se faire comme une lettre à la poste, il n'y a pas besoin de travailler. Sauf qu'en face de vous, vous avez des monstres de la formation, vous avez des monstres de la moralité, des valeurs et ainsi de suite. En fait, ces 3 mois-là, j'ai cru que c'était arrivé. Mais dès que j'ai compris que c'était pas arrivé, je me suis retrouvé dans le même cursus que j'avais fait pour préparer le concours. Je m'entraînais. Moi, ma vie de footballeur professionnel,
ça a été manger, dormir, récupérer, jouer, m'entraîner. Manger, dormir, m'entraîner et récupérer. Ça a été comme ça pendant 15 ans pratiquement. Et même à Vichy, c'était comme ça. Et quand j'ai pris conscience de ce qu'il fallait faire en matière d'effort, c'était... C'est parti, quoi. c'est parti. Après, bon, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'étais un joueur de doigts. J'avais pas le talent tel qu'on le définit aujourd'hui. Le talent tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est Ronaldo, c'est Messi, c'est tous les joueurs que vous connaissez de l'heure actuelle et puis d'autres qu'il y a eu dans le temps. Moi, mon talent, c'était ma mentalité, c'était mon état d'esprit, c'était mon goût de l'effort, l'esprit de sacrifice et ainsi de suite. Et très tôt, j'avais compris que, contrairement à ce qu'on pense que le football est un sport collectif, j'avais compris très vite que c'était un sport individuel, mais que ne réussissait que ceux qui se mettent au service du collectif. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et moi, mon style de jeu, ma façon de faire, ma façon d'être, mon état d'esprit, ma mentalité, mon don de soi, le dépasser ses limites sans arrêt, c'était mes armes essentielles. Et j'avais une autre compétence qui était celle, comment dire, de l'appréhension du jeu au niveau tactique. D'ailleurs, Gérard Banit, quand il parlait de moi, il disait toujours, il sait où il faut aller, comment il faut y aller, pourquoi il faut y aller, avec qui il faut y aller, s'il faut rester là, et ainsi de suite. Il faut savoir que l'INF Vichy, c'était très pointu au niveau de la formation. Quand vous étiez sur un terrain comme moi, à mon poste de milieu défensif, Banit vous disait, par exemple, comment orienter votre pointe des pieds par rapport à la situation du ballon où il était, par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, on vous dit, il faut orienter vos épaules. Nous, on orientait les pointes de pied. Des pointes de pied pour pouvoir les mettre dans un axe comme ça, pour partir, s'il fallait partir sur la gauche, avoir une impulsion au niveau de la puissance du pied qui soit supérieure que d'avoir les deux pieds comme ça. Et Gérard Banit, pour schématiser un peu, Pierre Pibaro, puis tous leurs collègues, ils vous disaient, si tu as les pieds comme ça, que le ballon part là-bas, tu vas être obligé de faire un et Perdre deux. du temps, quoi. Ouais. Donc, tu perds du temps. Rien comme ça, et dès que le ballon va aller là-bas, tu es déjà sur la pulsion. Donc, tactiquement, c'était tout ça. Et moi, j'étais un joueur, à l'époque, qui était déjà presque à 90 kilos ou 85 kilos. Il fallait bouger la masse. Donc, j'avais des gènes d'endurance, j'avais pas des gènes de vitesse. De coureur de 100 mètres, ouais. Exactement. Donc, il fallait bien que quelque part, il y ait quelque chose qui résonne en accéléré. Et ce quelque chose, c'était le cerveau au niveau tactique, quoi. Et j'imagine en termes d'anticipation aussi. Donc ça veut dire que tu avais... Oui, l'anticipation, oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, il y a l'anticipation, il y a la lecture du jeu, il y a l'appréciation des trajectoires, il y a la science du jeu, savoir comment les autres jouent, où le ballon va s'orienter, et ainsi de suite. Savoir quand vous défendez sur Suzy ou sur Platini, que c'est peut-être même pas la peine de penser à prendre le ballon, mais savoir les orienter vers quelqu'un d'autre. Il faut faire des prises à 2, des prises à 3. Gérard Banil, il avait souvent l'occasion de dire, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, un numéro 6, il peut très bien faire un bon match en touchant un minimum de ballons. Oui, bien sûr. Rien que par son positionnement. Ouais, comme un joueur de squash, ouais. Voilà. C'était fabuleux. Et d'ailleurs, pourquoi je suis à Monaco aussi, quand je suis parti de l'INF Vichy, j'avais... alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire l'INF Vichy, dans les 3 mois qu'on précédait Vichy, Saint-Étienne m'avait fait signer une licence. Pré-contrat d'exclusivité. Ouais, un peu un truc comme ça, un contrat de non-sollicitation, mais pour jouer directement chez eux, c'est-à-dire ne pas faire l'INF Vichy. Ah oui, d'accord. Moi, je suis parti faire l'INF Vichy. Alors, juste petite parenthèse. Là, tu as 1 an de foot dans les pattes. On est d'accord? J'ai 1 an de foot licencié. Ouais. Donc, tu dis que tu n'avais pas de talent. Permets-moi quand même de te contredire. Tu as 1 an de foot dans les pattes, tu es pris à l'ENF Vichy, tu es sollicité par Saint-Étienne, tu devais pas mettre juste un bon coureur de fond quand même. J'avais le talent, comme je l'ai défini tout à l'heure. Ouais. Pierre Garonner, qui était le recruteur de Saint-Étienne, quand il m'a vu jouer, il avait entendu parler de moi. Il m'avait fait faire un essai à Saint-Étienne et puis ils m'ont fait signer une licence pour faire la saison d'après. Sauf que je suis parti à l'ENF Vichy. Ouais. Et j'ai fait mes 3 ans à l'ENF Vichy. Voilà, donc c'est des cas. Ça aurait été en 72. Donc là, je suis sorti en 76, moi. Et là, je parle pour Saint-Étienne, j'aurais été en 73 à Saint-Étienne. Donc, tu aurais été à peu près en même temps que Crocheteau, quoi, quand il arrive au centre de formation, etc. À l'époque où ils ont fait 73, 74, 75, avec Bell, Dynamo de Kiev et compagnie, quoi. Le Bayern de Munich et ainsi de suite, et Glasgow, bien sûr. Et alors, pourquoi tu choisis Vichy plutôt que les Verts ? Je pense que c'était mieux pour moi, parce que c'était mieux structuré au niveau de l'organisation.
au niveau des études. À l'époque, les clubs professionnels, c'était le début des centres de formation, notamment avec Pierre Tournier à Sochaux. C'était pas encore structuré comme ça a pu l'être à Vichy au niveau médical, des installations et ainsi de suite. Donc, Ouais. j'ai préféré aller là-bas, mais avec l'accord de Saint-Étienne aussi, quoi. Mais sauf que quand les 3 ans se sont écoulés, normalement, la réglementation faisait que je devais retourner à Saint-Étienne automatiquement, comme j'appartenais à Saint-Étienne. Les mecs Oui, te oui. gardaient en gros pendant Mais que tu termines ta formation. ils n'ont pas voulu me reprendre. Ok, ils t'expliquent pourquoi? Non, 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 c'est bon, on le libère. Comment tu le prends, toi, ça? Bah, ça m'a pas posé de problème parce que quand je suis sorti de Vichy, j'avais 5-6 clubs qui me voulaient. T'avais l'embarras du choix. Et alors, ce qui était paradoxal, c'est que, bon, je reviens encore sur mon style de jeu, plus déménageur que esthète. J'avais Lille, j'avais Valenciennes, j'avais Lens. Sur les 4-5 clubs que j'avais 4 clubs ou 5 qui correspondaient à mon style de jeu. Mais j'ai choisi celui qui était à l'opposé de mon style de jeu, Monaco. Et comment t'expliques ce choix? C'est Alberto Muro qui Super convaincu. formateur aussi, ouais. Ouais, ouais, super, enfin, joueur argentin, super recruteur, quelqu'un qui connaissait le football sur le bout des doigts, quoi. Et en fait, il m'a dit, écoute, tu viens à Monaco, nous, on a besoin d'un profil comme le tien. Parce qu'avec tous les joueurs qu'on a, il faut quelqu'un qui leur ramène les ballons. Et les joueurs à l'époque, c'était d'Alger, Petit, Noguès, Aymon, bon, il y avait Courbis, il y avait Alain Moisan, il y avait des phénomènes, c'était une grosse équipe, hein. Et Ouais. donc, il m'a convaincu de ça. Et bon, il m'avait vu jouer plusieurs fois, hein, et je suis allé à Monaco. Et quand je suis arrivé à Monaco, j'ai joué en deuxième division. De suite, j'ai joué en deuxième division. Et j'ai fait les 8 premiers matchs. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je suis pas Ah prêt. ouais. Je suis pas prêt. Et pourquoi j'ai pensé ça? Parce que quand je suis parti de Lionel Vichy, Pierre Pibaro, si tu veux réussir en professionnel, il faut que tu continues à travailler pendant 2 ans. Parce que tu joueras pas en pro définitivement avant 21, 22 ans. Et moi, quand j'ai fait ces 8 premiers matchs en Division 2, je voyais que j'étais à la peine un peu. C'était un peu compliqué. Il y avait des codes à adapter, il y avait des choses à apprendre, et surtout quand tu joues avec Onis, quand tu joues avec Gadget, c'est ces joueurs-là Ouais. qui étaient des monstres. Je me suis souvenu de cette phrase de Pierre Pibaro. Et je suis allé voir Lucien Leduc, qui était l'entraîneur à l'époque, L'entraîneur, ouais. et je lui dis, je veux retourner à la formation. Il dit, pourquoi tu veux retourner à la formation? Je dis, parce que j'ai pas ma place actuellement dans le niveau des pros et ainsi de suite, et je le vois sur les matchs que je fais. Donc, je veux retourner à la formation, continuer à travailler. Parce que qui y avait à la formation? Gérard Banide. Ouais. Il était revenu à Monaco. Okay. Il était revenu à Monaco. Tout. Il y avait Gérard Banide. Et je suis retourné à la formation. Alors, ça veut dire quoi que tu retournes à la formation? C'est-à-dire que tu te désinscris, entre guillemets, de l'équipe 1? Ah bah oui, j'étais plus dans le groupe pro. Je retournais au centre de formation. Et je rentrais dans le circuit de la 3e division, puisqu'à l'époque, c'était la 3e division. Il y avait la DH à l'époque, puis on était monté en 3e division. Je me remets dans ce circuit-là pour repartir sur le travail, pour repartir sur ce que je faisais à Vichy, être dans cette continuité, tout en m'étant souvenu de la phrase de Pierre Pibaro. Mais c'est marrant quand même parce que tu aurais pu te dire, bon, ok, Pierre Pibaro, il a dit ça, ok, mais mon entraîneur me fait confiance. Pourquoi est-ce que Pibaro aurait forcément plus raison que le Duc? Sur 100 joueurs qui étaient dans le même cas de figure, il y en aurait un seul qui serait retourné à la formation. Alors, qu'est-ce qui explique que toi, tu étais différent? Tu penses que c'est ton éducation? C'est mon éducation, c'est parce que je me suis connu très, très, très vite dans tous les domaines, que ce soit au niveau mental, technique, tactique, physique, enfin tout ce qu'on a l'habitude de dire comme dominante qui peuvent prévaloir dans une carrière de footballeur. Et puis je me rendais compte, c'est quelque chose que je sentais, même si aujourd'hui à 20 ans on te dit que tu es un adulte, mais à l'époque tu sors de 3 ans de Lionel Vichy, tu sors de relations avec des gars de ton âge, tu te retrouves dans un monde d'hommes, tu te retrouves dans un monde très compliqué. Quand tu as Courbis, quand tu as Gardon, quand tu as Correa qui était un Uruguayen, il me semble, ou un Argentin, je sais plus, tu te retrouves avec des monstres qui ont été hyper accueillants. Mais bon, c'est une question de lucidité que de comprendre, à mon avis, de dire que j'ai un besoin autre que celui de m'entraîner avec. Je voyais aussi comment les pros s'entraînaient. Delio, Christian, Roland, c'était pas des adeptes de l'entraînement, hein. Quand on partait en déplacement, c'était jouer au tarot toute la nuit, hein.
Et il dormait le matin, tout ça. Moi, il m'est arrivé de faire chambre avec Roland. Le matin, je le voyais pas de la nuit parce qu'il jouait au tarot avec ses potes. Et le matin, il me disait, ne fais pas de bruit, je dors. Donc voilà. Et puis bon, mais c'était comme ça. Moi, je voyais bien que c'est pas ce qu'on m'avait inculqué. C'est pas ce qu'on m'avait donné comme arme pour essayer de faire une carrière. Donc, il fallait que je me remette dans le cursus que je connaissais jusqu'au jour où je remettrais les pieds en pro et que j'en sortirais plus. J'en sortirai plus. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs quand Gérard Banil a pris l'équipe, qui m'a mis dessus dans l'équipe. Après, Lucien Leduc, qui était un super entraîneur, un super papa pour les joueurs, c'était pas l'entraîneur qui allait me faire travailler. J'avais besoin de quelqu'un qui manie le bâton et la carotte pour me faire avancer, et puis surtout pour continuer de progresser, pour que le jour où je remette les pieds dans le milieu pro, j'en sorte plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai souvenir de Gérard Banil, c'est que, et je le dis souvent après quand j'ai été formateur, directeur de centre d'information, j'ai très vite compris que je préparais un métier, et non pas que je pratiquais un sport. Et pour mon poste, qui est un poste stratégique, j'avais besoin d'avoir tout un tas de matière à réflexion. Pour m'améliorer, je devais être conscient de mes propres statistiques. Ça veut dire que le lundi matin, quand Gérard faisait les critiques de match, on avait critique de match, hein. On était dans une salle et il y avait tout l'effectif et il disait bon, toi t'as été pas bon, toi t'as pas été bon, toi t'as pas fait ça et ainsi de suite quoi. Donc et parfois c'était très violent. Aujourd'hui je sais pas si ça passerait, mais toujours est-il que ça a passé avec nous. Et moi quand je faisais le bilan de mon match le lendemain, je devais savoir en tant que numéro 6 le nombre de ballons que j'ai récupérés à la tête, qui ont été destructifs ou qui ont été constructifs, le nombre de passes que j'ai fait, le nombre de mauvaises passes que j'ai fait, le nombre de ballons que j'ai récupérés au sol, et ainsi de suite, le nombre de passes que j'ai empêché de faire sans toucher le ballon, ce sont des composantes stratégiques du poste de milieu de terrain, défensif, tout ça, le nombre de relances que j'ai loupées, le nombre de relances que j'ai réussi. Statistiquement, je devais savoir ce que j'avais fait au niveau de mon match. Le nombre de tirs que j'avais cadrés. À l'époque, j'attrapais plus souvent l'éléphant du zoo qui avait au-dessus du stade Louis II à Monaco que le cadre. Et je devais savoir pourquoi. Pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je frappais comme ça, pourquoi mon pied d'appui n'était pas ci, pourquoi mon pied de frappe il n'était pas comme ça. Et puis, on m'apprenait un métier. Et là, je parle que du terrain. Ouais. Je parle que du terrain et de la compétition. Parce qu'à côté de ça, c'était la même chose au niveau de l'entraînement. C'était la même chose dans la vie de tous les jours en collectivité au niveau de Monaco, où on était dispatché dans des chambres chez l'habitant. D'ailleurs, j'ai partagé le même appartement, mais dans des chambres différentes, avec Jean-Luc Ettori, chez Monsieur et Madame Sassi à Monaco. Donc voilà. Et pour l'anecdote, non prédestiné, peut-être que je suis au Pays Basque aujourd'hui, le restaurant où on mangeait s'appelait le Biarritz. Ah, ouais. Ouais. D'accord. Et oui, et c'était là que vous étiez tous les jours, hein, c'est ça? Je crois que tonton nous l'avait raconté. Oui, on mangeait petit déjeuner, dîner, voilà quoi. C'est non. Et quand t'es, pardon de revenir un peu en arrière, quand t'es à Vichy et que tu te formes et que chaque année il y a 12 collègues qui partent ou 20, est-ce que tu as un plan B Non, en dehors du foot? non, pas plan B sur de réussir. D'accord. J'ai jamais douté une seule fois que j'y arriverais pas. Même après ton premier bulletin? Ah ben non, après le premier, bien au contraire. Le premier bulletin, Ouais. non, c'était le contraire. Là, j'ai compris ce que c'était. Ouais. J'ai jamais douté un seul instant que j'allais y arriver. Et puis après, c'était alors, je vais pas parler d'honneur familial. Si, mais si, vas-y, parle-en. C'était un challenge, quoi. C'était un challenge. Christophe, parce que il faut savoir ce que représentait la famille Christophe au niveau basket, dans la région lyonnaise. Et puis bien sûr avec mon frère qui jouait à Villeurbanne. Ouais. À l'époque, mon frère, il a joué à Villeurbanne. À l'époque, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alain Gilles, Bob Perkiser, La grosse équipe. la grosse équipe de Villeurbanne. Et je me souviens même une fois que moi j'étais encore à l'école, j'étais en seconde à l'époque ou en troisième, et j'étais allé voir un match à la salle à Villeurbanne, et juste à côté de moi il y avait mon prof de maths. Et mon frère ce jour-là, il a fait banquette, il a dû jouer 2-3 minutes. Et donc c'était un samedi, le lundi j'avais un devoir de maths, il m'appelle au tableau le prof là. Et j'ai rien su, moi j'étais déjà dans le partie football tout ça. Ouais. Et il me dit, mais vous voulez faire quoi? Ben moi, je vais être, je sais plus si j'avais dit basketteur ou footballeur à l'époque. Sportif. Et puis, non, je crois qu'il m'avait dit,
Je lui avais dit basketteur. Il me dit, et puis vous allez faire banquette comme votre frère? Oh, le bâtard. Le bâtard, comme tu dis, ouais. J'ai dit, non, 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 mais là, vous allez vous en rappeler. Le mec s'appelait Bendrix. Et au lycée de Saint-Romain-en-Galles. Mais t'es pas rancunier, hein? Comment? T'es pas rancunier, en tout cas. Non, j'ai jamais été rancunier, tout ça et tout. Mais non, mais c'était par rapport Mais ça allumait le feu, J'avais- ça t'a motivé. Ça t'a bien motivé. J'avais pas besoin de. Ouais. D'accord. J'avais pas. Il y a Faut savoir, quand je même, faisais de la natation en même temps. ouais. Je m'entraînais l'été, je faisais de la natation, j'allais travailler à l'usine. Mon père m'avait fait embaucher à 14-15 ans. Je faisais des piges dans un atelier de métallurgie. Je faisais de la soudure comme ça. Entre midi, j'allais nager. Le matin, avant de partir, je m'entraînais. J'allais nager entre midi et 2. Le soir, je faisais mon entraînement de football et je revenais faire la natation. Wow. Non, mais faut comprendre. Ouais, l'environnement. Mais après, toi, tu vois, quand tu es devenu plus âgé et que tu as vu ton éducation qui est quand même, peut-être pas martiale, mais quand même assez Rigide. spartiate, ouais. Oui. Rétrospectivement, qu'est-ce que tu dis? C'est bien, c'est pas bien, c'est trop dur, c'est pas trop dur, c'est ce qu'il fallait. C'était une Moi, époque. je pense que c'est ce qu'il fallait. Ok. Parce que j'étais un garnement quand même aussi. Hein. Quand j'étais Ok. môme, j'étais un garnement. Mais t'avais le temps d'être un garnement avec tout ce que tu faisais comme activité physique? On était toujours dehors. Ouais. On était toujours dehors pendant les vacances scolaires. Je me souviens d'une connerie, on faisait le concours de celui qui traversait tout l'hiver en short. Ouais, c'est vraiment l'éducation de Drago dans Rocky IV. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est une autre époque, ça n'a rien à voir, tout ça et tout. Et puis bon, moi j'ai eu un père qui était ça m'a posé plus de problèmes dans son exigence et sa rigueur quand j'étais directeur de centre de formation ou quand j'étais entraîneur. Bah oui, c'est ça, oui. Parce que je voulais inculquer la même chose. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est marrant parce que ça allait être ma question. J'allais poser la même question. C'est comment moi, quand j'ai commencé à être entraîneur, j'étais dans ce registre-là. Je pouvais pas concevoir autrement et que les choses se fassent autrement pour que les gens puissent réussir. Voilà. Et tout le travail que j'ai eu à faire quand j'étais entraîneur, directeur de centre de formation, c'était comment faire pour faire comprendre aux gens, aux garçons, aux filles qui sont en face de moi, que ce que je demande, c'est une des voies par lesquelles il faut passer pour pouvoir réussir dans le football, mais à réduire le temps qui fait que les personnes en face vont le comprendre. Parce qu'au début, quand vous arrivez et que tu es dans une méthode un peu comme mon père a fait, vous vous faites fracasser de suite. Hein. C'est un dictateur, c'est ça et tout ça. Donc, il a fallu se retrouver, réduire ce temps de compréhension pour savoir quel type d'entraîneur ils avaient en face d'eux. Et puis surtout, trouver des leviers pédagogiques qui faisaient que petit à petit, c'était différent de ce que moi, on m'avait inculqué. Ça a été tout mon travail, par exemple, pendant toutes mes années de formateur et d'entraîneur. Donc, je pense que si j'avais pas eu ça, oui, c'est possible que je pense que j'aurais été plus tranquille si j'avais joué au basket. Ouais. Si j'avais joué au tennis, parce que moi, à l'époque, mon idole, c'était Björn Borg. Donc, et tu jouais, ne me dis pas que tu jouais au tennis quand même. Si, je joue au tennis. La preuve, le jour où j'ai appris ma première sélection en équipe de France, c'était au mois de novembre, j'étais en train de faire un tennis dans mon village avec mon père. Ah. Et ma mère est arrivée, elle m'a dit, Didier, c'était après un match à Marseille, Didier, t'es sélectionné. Moi, je croyais que c'était en espoir, c'était un A. Et t'étais classé en tennis? On reviendra à la première section, mais. Non, je jouais. Mais bon, quand nous, on est une famille de sportifs. Ouais. Quoi que vous touchiez, vous saviez, quoi. Mais alors, si un des frères faisait des études, il était un peu perçu comme le loser ou pas du tout? J'ai une sœur, ma grande sœur, qui a fait des études, qui n'a jamais fait de sport. Ouais. Là, ça a été des fois peut-être compliqué avec mon père, pour X raisons. Bon, voilà, quoi, mais elle n'a jamais fait de sport. Ma mère n'a jamais fait de sport. C'était un Son peu seul obligatoire, sport, quoi. c'était qu'elle lavait les maillots. Ah ouais. Ça devait être un job à temps plein. Ah oui, là, oui, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai mes deux sœurs qui ont joué en basket au plus haut niveau. J'ai un frère qui est prof de tennis. J'ai un autre frère qui a fait une carrière de basketteur, donc comme je disais, et ainsi de suite. Et mon frère, quand j'étais à l'Uni de Vichy, il jouait à Vichy, à la JAV, à la Jeanne d'Arc de Vichy.
Et les générations de Christophe, les générations suivantes, il y a toujours des sportifs de haut niveau ou ça c'est un peu Alors moi, étiolé? j'ai 2 fils. J'ai Grégory qui a 47 ans, qui est à Paris, qui est un super footballeur. Il était un super footballeur, tout ça. Il est toujours d'ailleurs. Il était 10 fois meilleur, 20 fois meilleur que moi, tout ça et tout. Il était sollicité, quand il avait 17 ans, il était sollicité par des clubs pro, mais il y avait les études Mmh. et il a jamais donné suite au football. Il a continué ses études, il a fait HEC. Aujourd'hui, il a une grosse situation à Paris dans un cabinet qui s'appelle Accenture. Et le deuxième, donc quand il était jeune, le premier, il jouait au football dans le club à Grenoble, à Nordcap Grenoble. Et le deuxième, elle a fait une carrière de basketteur professionnel. Ah oui, Ah d'accord. oui. Donc dans Il a la été 6 fois tradition. champion de France, non pas de Pro A, mais de Pro B et puis de National. Il a fait je sais pas combien de montées. Il était entraîneur adjoint il a travaillé pour la Fédération française de basket. Il travaille toujours d'ailleurs au développement du 3-3. Il était entraîneur adjoint de l'équipe qui a fait médaille d'argent de basket 3-3 aux Waouh. Olympiques avec Karim Souchu. Et là, il est directeur du centre de formation de Monaco. Et donc ton fils qui a fait HEC, alors bon, c'est pas les secs, mais c'est quand même pas mal. Est-ce que ça t'a brisé le cœur qu'il fasse pas footballeur professionnel? Non, je pense qu'aujourd'hui, il a tellement une grosse situation. Non, je pense non, il a créé des clubs de foot, il a créé des équipes de foot avec HEC, avec les DEC aussi. Ouais. Euh, non, ça m'a pas. Il continue de jouer d'ailleurs. Il joue en vétéran, il se balade. Euh, donc voilà. Puis moi, une fois, j'avais arrêté ma carrière en amateur à Roussillon, dans un club à côté de chez moi là-bas, ma carrière de joueur. Et le premier match amical de la saison qu'on avait fait contre Divonne-les-Bains, je crois, on jouait ensemble. Ah, sympa. On jouait ensemble. Et là, la même chose qui s'était produit quand moi je jouais au basket. Il y en a 2 ou 3 qui lui ont chatouillé les chevilles quand ils ont vu que. Bah, je suis arrivé et puis voilà quoi. Une histoire qui recommençait quoi. Voilà. D'accord. Et mon basketteur, il a fait une bonne carrière, il a une bonne situation, il est à Monaco aujourd'hui, il a un fils qui commence déjà à toucher le ballon de basket de 4 ans, de 5 ans. Je me dis non, c'est bien. C'est le sport en permanence. Ouais, bah, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est pas une impression. Le sport est important. Ouais. Alors, donc, on était à Monaco. Tu nous disais que Gérard Banide est le nouvel entraîneur, qu'il il te permet d'achever ta progression. Et ta progression, elle est vraiment fulgurante puisque tu arrives en équipe première. Tu as quoi? Tu as 10 J'ai 21 ans. ans, d'accord? Donc, tu as 21 ans. Non, j'ai mes 22 ans. J'ai mes Ouais, 22 ans. donc tu as 20. D'accord, donc tu as 22 ans. L'équipe qui est en Division 2 monte. Elle était pas, Quand- elle avait été en division 2 l'année où moi j'ai commencé à jouer, et l'année où elle est montée, elle a été championne de France. C'est en Donc, les championnes de 78. France. Après, il y a eu une année 78-79 où ils ont continué en Ligue 1, et moi je suis arrivé 79-80. D'accord. Donc 3 ans après mon arrivée au club. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand Gérard Banil a pris l'équipe, moi j'avais un problème de ménisque. Enfin déjà je devais partir à l'armée, mais l'armée j'ai été réformé pour une fracture du scaphoïde. Ah, c'était lié à la fracture que tu t'étais faite avant tes Non, tests non, de non. l'INEF? C'était avec l'équipe pro de. Quand je m'entraînais avec les pros quand on était en division 2, on était parti en stage à Digne-les-Bains. Et à un moment, il y a eu un ballon qui arrivait de la tête. J'ai loupé le ballon. J'ai pris le ballon comme ça. Ça m'a fait très mal ici. Et on m'a détecté Wow. une fracture de scaphoïde que j'ai Ouais. toujours. Hein. Ah, waouh. Je sais pas si vous avez une petite. Une petite bosse, ouais. Là, tout ça. Et en fait, et quand je suis parti faire mes 3 jours, je crois qu'on faisait avant. Hein, Oui. j'étais du côté de Miramas ou de la base aérienne de Istres. Et un jour, j'avais signalé ça hein, à l'époque. Et donc ça, c'est 1 an avant que je rentre. Donc j'avais signalé ça. Et un jour, on devait partir en manœuvre, faire des marches ou dans la nature. On était tous sur le parterre de la caserne et ils faisaient les groupes. Et moi, je voyais pas mon nom arriver. Je voyais pas mon nom arriver. Et ils me disent au bout d'un moment, il restait une dizaine de mecs là sur le parvis. Il dit mais pourquoi moi je veux pas faire la marche? J'ai toujours dans mon trip de m'entraîner, hein, tu sais. Pourquoi? Il me dit non, c'est comment ton nom? Je lui donne mon nom. Il me dit non, toi tu peux pas. Inapte à l'effort physique. Moi, je suis inapte à l'effort physique. Il dit non mais c'est pas possible. Il me dit si tu as une fracture du scaphoïde, c'est S4.
Ah oui. S4. Wow. Membre supérieur 4. J'ai dit, ah bon? Et ça m'empêche de marcher. J'ai appris par la suite que, comme le scaphoïde, c'est le seul os qui, a priori, qui se résorbe pas, qui se restructure, qui se Ouais. guérit tout seul au niveau de la fracture, il faut faire une Ouais. intervention. Ils ont eu peur que je dise que ça soit fait à l'armée et que derrière, je demande une pension. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, ils m'ont envoyé à l'hôpital Lavéran à Marseille pour faire des trucs. Et puis, ils ont confirmé la fracture du scaphoïde. Et puis pendant 2-3 jours, je suis resté à l'infirmerie jusqu'au moment où t'es libéré, tu rentres chez toi, tout ça et tout. Mais alors, t'es content d'être réformé ou il y a une petite part en toi qui te dit je vais leur prouver que je suis pas inapte? Non, non, moi, je suis hyper content. D'accord. Je suis hyper content, d'autant plus que j'étais dans une chambre ou dans un dortoir. Il y avait des mecs qui étaient réformés comme moi, et là, toute la nuit, ils voyaient des lions, des éléphants, des trucs comme ça et tout. Et oh, putain, qu'est-ce que c'est ce machin? Ouais. Pardonnez-moi pour les mots. Ah, Je suis donc en fait, je rentre de suite à Monaco. Je continue toujours de m'entraîner avec le centre de formation. D'accord. Je continue de m'entraîner avec le centre de formation. Et puis, je me fais mal au genou et Et donc, j'ai un problème au genou, tout ça. Je monte à Paris voir le professeur Lemaire à la clinique des Maussins. Je ne sais pas si Guillaume y connaît. C'était un des pontes de. Bah, Guillaume, il s'est pété la cheville plusieurs fois, donc il pourrait le connaître. Donc, c'était un des pontes de. Et il me dit, il faut opérer. Donc, on fait ça la semaine prochaine. Je redescends. Et je savais que Gérard Banil, il prenait l'équipe. Et là, ça m'embêtait vraiment. Quand j'allais nager à la plage à Monaco, à chaque fois que je faisais des mouvements de brasse, mon genou, il se bloquait à l'endroit où j'avais cette douleur. Ok. Bon, je dis ok, donc ils vont m'opérer, tout ça et tout. Et je faisais les soins, et la physiothérapie avec des éponges. Et puis Bien sûr. on te faisait passer des courants, des trucs comme ça. Et ça me brûle. Donc je monte à Paris malgré ça, et le gars, il me dit, le docteur, il me dit, je peux pas vous opérer parce qu'il y a un risque d'infection avec la brûlure. Je redescends à Monaco, je continue et je vais nager. Mm. Et je fais mes ciseaux de brasse et je sens plus rien. J'ai dit, c'est quoi cet embrouille, tout ça? Et je continue pendant une demi-heure, plus rien, tout ça et tout. Je sors de l'eau, je vais me mettre en short sur la plage Marquet, des tennis. À l'époque, il y avait des semi-remorques qui se garaient en carré, comme ça. Et je me mets au milieu du carré avec un ballon et je fais des appuis dans tous les sens, à droite, à gauche, marche arrière, déplacements latéraux. Je suis jamais remonté à Paris. Ah. Mais est-ce que Et tu as vu un rebouteux ou un mec dans le train qui t'a touché le genou? rien, je suis jamais remonté à Paris. Wow. Et 2 mois après, je débutais à Sochaux en Ligue 1. Wow. Et Ah t'as oui. jamais pu expliquer le mystère de ce truc? Bah si, peut-être maintenant, là, il n'y a plus de ménisque à gauche. Donc, Ah ouais. ça doit pas être... le gars, il m'a dit, même à l'Argus, il vaut plus rien de genou. Donc, Et tu continues tes longues marches sans ménisque? je continue de marcher. Je fais beaucoup de sport encore. Donc voilà, et puis l'aventure a commencé comme ça en 79, quoi. Alors raconte un peu Monaco, cette période de Monaco avec les vieux briscards. C'est une équipe ultra expérimentée, avec aussi quelques jeunes pousses, les Ettori, les Amoros qui vont pas tarder à arriver, etc. Quelle était l'ambiance? Parce que le Monaco de l'époque, c'est pas le Monaco bling bling, hein. C'était très familial, c'était un peu un petit village, d'après ce que nous racontait tonton lorsqu'il est venu sur le podcast. Toi, quels sont tes bons souvenirs de cette époque? Vraiment, tu es entouré par des joueurs un peu mythiques, les Courbis, les Dalger, etc. C'est génial. C'était un paradis. Il n'y a jamais eu d'embrouille, il n'y a jamais eu de jalousie, il n'y a jamais eu de concurrence accrue pour jouer. Enfin, il y avait une concurrence et tout, mais c'était fabuleux. C'était la rencontre de 2 générations, comme tu viens de le dire, de joueurs expérimentés, aguerris et ainsi de suite, avec des jeunes avec des dents de loup, des dents acérées, qui avaient envie de faire carrière. Et tout le monde avait compris que les uns et les autres avaient besoin de l'un et de l'autre. Les anciens, ils savaient qu'ils avaient besoin de nous, et nous, on savait qu'on avait. Je sais pas si ça a pu. Moi, ça n'a jamais existé après dans les autres clubs que j'ai fait. Il y a eu des bons moments. Mais comme à Monaco, c'était impossible. C'était Alors, jamais retrouvé. C'était quelque ouais. chose de fabuleux, quoi. Et puis, il fallait prendre conscience de quelque chose aussi. C'est qu'au Monaco, qu'on le veuille ou non, tu représentes la principauté. Ouais. Mhm. Tu es ambassadeur de la principauté, tu es ambassadeur de la famille princière, tu es ambassadeur de l'image de marque, de l'identité, de tout ce qui fait Monaco, même encore aujourd'hui. Donc,
ça te donne des obligations vis-à-vis de tout ça. Et donc, Ouais. ces générations-là, ces deux générations-là, la rencontre, c'était pas un cocktail explosif comme ça peut l'être maintenant. C'était un cocktail parfait, qui était quelque chose de fabuleux, quoi. Et les joueurs que tu as cités, plus les jeunes qui arrivaient, comme Dominique Bijotta, Bruno Bellone, Alain Couriol, Manu Amoros, Thierry Ninot, Ouais. et puis plein d'autres encore. Toutes ces générations de jeunes qui arrivaient, il faut savoir que c'était celle du centre de formation. Ouais. Les pros, les expérimentés, ils avaient vu Gérard Bagny au niveau de la formation. Et ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Et ainsi de suite. Et chaque pièce du puzzle était vraiment à sa place par rapport au rôle qu'il devait avoir, par rapport à ses partenaires, par rapport à l'adversaire. Non, c'était quelque chose de fabuleux, je pense. Raconte un peu les meilleurs conseils que te donnent les anciens à ce moment-là. Les meilleurs conseils? Ou peut-être même d'autres qui étaient peut-être moins bons, je sais pas, j'imagine avec un non, Courbis. c'était. On peut même pas parler de conseils. C'était des regards. Les conseils, c'était Christian Dalger qui te disait quand tu as récupéré le ballon, tu me le mets dans les pieds. Parce que Christian Dalger, tu lui mettais le ballon à 2 cm, il bougeait pas pour aller le chercher. Voilà. Les meilleurs conseils, c'était Delionis, qui était peut-être le meilleur défenseur de France dans son rôle d'avant-centre, dans sa façon de boucher les angles et de Ouais. toi de faire pareil. Où il te disait, ben moi je vais faire ça, toi il faut que tu fasses ça et ainsi de suite. C'était tous ces petits trucs, tout ça. Ça a été Delionis, à un moment ça a été Ralph Strom, ça a été Eric Pécou, ça a été Umberto Barberis aussi. Mais là, la génération ancienne avait commencé déjà avec voilà. Quand tu avais Albert Raymond à droite qui faisait avec le pied droit et la main gauche que toi tu fais avec la main droite, mais peut-être pas avec la main gauche, et lui il avait 2 mains à la place des pieds. C'était des mecs. L'entraînement, ils savaient pas ce que c'était. C'était du talent pur. C'était instinctif. Jeannot Petit, c'était infatigable. Jeannot Petit, c'était un chameau dans le désert. C'était ça, pas de courir et ainsi de suite. Bon, derrière, t'avais des monstres derrière. T'avais Gardon, t'avais Vitalis, Correa. Des fois, il y avait Jacques Perret. T'avais Roger Mila aussi. Ouais. Il n'y a pas eu ce truc de donneur de conseils de la part de cette génération-là. Par contre, quand tu t'es écarté du droit chemin, Là, tu avais le droit à quelques petits là, retours de balle. moi, je me souviens quand je suis parti la première fois en équipe de France, ils m'ont demandé comment ça s'est passé. Ouais, je dis c'est super, Hidalgo c'est ci, Hidalgo c'est ça. Et bon, maintenant tu es revenu à Monaco, tu te remets au diapason vite fait. Hein. D'accord. Voilà, donc Garder la tête froide, quoi. réglé. Le problème, il faut savoir que cette génération-là, à l'époque, à l'ancien stade Louis II, il y avait un bar à côté qui s'appelait Chez Charlie. Et tous les matins, on était ici 3/4 d'heure, 1 heure et demie avant l'entraînement. Et on restait encore 1 heure après l'entraînement. C'était qui les piliers de bar dans cette équipe? Bah, t'avais Delio, t'avais Jeannot, t'avais Christian. Tu retrouves toujours les mêmes noms, hein. Faut pas rêver, hein. Tu retrouves toujours les mêmes noms, hein, tout ça et tout. Voilà. Puis c'était, moi, je me souviens d'un match à Saint-Étienne où on s'était fait allumer et tout ça. On est tous descendus du car avec Roland en tête. Et par les joueurs ou par les supporters? Non, par les supporters et tout, qui te pourrissaient, qui t'insultaient, des trucs comme ça. Voilà, quoi. On peut pas imaginer ce que ça pouvait représenter. Et justement, tu fais une super année 1979 et là, tu es appelé en équipe de France. Donc, comme tu me l'as décrit, tu étais en train de faire un tennis et tu t'y attendais pas du tout, en fait, d'entrer en équipe de France. Ah non, moi, l'équipe de France, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible. Je sais que j'avais bien joué, enfin, j'avais fait des super matchs sur le début de saison et ainsi de suite. D'ailleurs, faut savoir, alors, sauf erreur de ma part, mais ça m'a jamais été infirmé. Je suis le premier mec de l'UNF Vichy qui a été international. Au bout de 12 matchs en équipe de France, parce que c'était 12 matchs, je crois. Est-ce que tu avais fait scolaire, tu avais fait d'autres sélections ou c'était vraiment, t'avais pas fait les cadets? Oui, j'avais fait une sélection d'équipe de France amateur. D'accord. À l'époque, c'était Gaby Robert. Ok. Donc, c'est la seule truc que j'avais fait. Mais non, c'est pas quelque chose que je voyais. Mais bon, après, quand tout à l'heure, tu parlais de génération. Quand j'ai fait mes premiers matchs, il y a Téléfoot qui est venu faire une interview de moi à un moment là, et puis ils ont interviewé Roland Courbis, Gérard Bagny, des choses. On parlait beaucoup de moi, tout ça, mais tous les joueurs, même Gérard Bagny, il avait été particulièrement dithyrambique pour moi.
et tout dans leurs propos et ainsi de suite. Il y en avait même un qui avait fait plus fort pour l'anecdote, c'est Roland Courbis. Le Roland Courbis, il disait, le journaliste, il lui demande, bon, alors qu'est-ce que vous pensez de Didier Christophe, son rôle, c'est ci, c'est ça. Écoutez, je sais pas ce que je peux dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que je fais une moins bonne saison que d'habitude. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui devant? Ah oui. Lui, il jouait libéraux à l'époque, il y avait encore Ouais. libéraux. Et puis voilà, quoi. Donc, Raoul Noguès, c'était pareil. Lui aussi, c'était un chameau dans le désert, hein, Raoul Noguès. Hein. Et en plus, c'était le premier rugbyman qui jouait au foot. Il était toujours en train de rafuter comme ça. On aurait des skis spéciales. Non, mais c'était des super mecs. Puis non, je pouvais pas imaginer un seul instant que je serais en équipe de France, même si à l'époque, bon, le profil de joueur que j'étais était particulièrement recherché parce que tu avais l'époque des Hollandais avec les Johan Miskens, avec les Rudy Krol, et tous ces trucs-là, qui étaient des joueurs hyper costauds, hyper physiques, et ainsi de suite, quoi. Mais bon. J'ai quand même appelé à un moment où c'est après la Coupe du Monde 78, donc en 79. Donc ça veut dire que c'est une équipe de France qui commence à être costaud après les années horribles pré-76 où c'était compliqué. Là, tu rentres quand même en équipe de France sur une équipe avec Michel Hidalgo qui est assez compétitive. Tu devais avoir un niveau bien compris et une qualité de jeu qui devait manquer à l'équipe de France à ce moment-là. Ah bah c'est sûr que dans le listing de mes compétences footballistiques, que ce soit au niveau physique, dans le jeu de tête, dans la frappe, dans l'endurance, le fait de courir sans arrêt pour récupérer. On se retrouvait un peu dans la configuration de Monaco aussi. Hein. Parce que quand tu cours en équipe de France, tu cours pour donner le ballon à Platini. Hein. Pour le récupérer, il donnait à Platini. Hein. Et puis, lui, il faisait le reste. Après, tu avais des monstres. Hein. Tu avais Marius Trésor, Maxime Bossis, Christian Lopez, Dominique Battenet, qui était mon idole footballistique, et ainsi de suite. T'as Jacques Zimaco, Gérard Janvion. C'est pas n'importe qui. Michel Hidalgo, il fallait préparer 82 en Espagne, parce que tu sortais de l'Argentine avec l'histoire des maillots. Enfin. Donc voilà, effectivement, ouais, tu rentrais dans ce type d'effectif, alors qu'en fait, tu te considères comme un joueur de devoir, comme un joueur entre guillemets besogneux et puis pas spécialement reconnu pour le talent tel qu'on détermine avant et encore plus aujourd'hui. Tu étais une pièce d'un puzzle essentielle pour permettre à des joueurs de briller. Alors, raconte ta première sélection, tu arrives sur le rassemblement. Au Touquet. Vous étiez au Touquet, ouais. C'est aussi la première sélection de Yannick Stopira, si je ne m'abuse. Comment t'es accueilli par le groupe? Platini a la réputation d'être un gros chambreur. Est-ce qu'il te chambre, est-ce qu'il te taquine un petit peu ou est-ce que c'est très accueillant de la part des anciens? Quels sont tes souvenirs? Alors, le souvenir, alors, j'ai fait une première apparition sans jouer, c'était au mois de novembre, quand j'étais à D'accord. et je crois que le match, c'était la Tchécoslovaquie. Mais je suis pas rentré. Moi, j'ai aucun souvenir de médisance, de chambrage, de mise de côté quand je suis arrivé en équipe de France. J'ai aucun souvenir de ça. Au contraire, je pense que c'est si ça s'était mal passé, s'il y avait eu quoi que ce soit. Déjà, Non, mais chambrage, je disais ça de manière positive. Hein. C'est oui, chambrage oui, oui, affectueux. d'accord, non, mais oui, non, ouais, je sais, j'ai pas vraiment souvenir de ça. D'accord. J'ai pas Ok. vraiment. Je me souviens du stage du Touquet, des terrains, des plages, le footing contre le vent. On avait qu'une hâte, c'est de revenir à où on était parti pour avoir le vent dans le dos, parce que quand ça Ouais. souffle là-haut, c'est compliqué. Mais non, 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 non. Et puis après, la première sélection contre la Grèce, tout le monde savait que j'étais entre guillemets, un bourreau de l'entraînement, quoi. Ouais. Et de ce côté-là, il y avait personne qui m'embêtait la vie. Ouais. Même quand l'équipe de France s'entraînait pas, moi je m'entraînais. J'avais toujours dans mon sac une corde à sauter. J'ai dû faire des milliers et des milliers de sauts à la corde. Ah. Des milliers de pompes, des milliers d'abdominaux, de gainage, des trucs comme ça et tout. Et les garçons savaient tout ça. Les garçons savaient tout ça. Et jamais, Michel, c'était pas un féru de l'entraînement, hein. Mais donc, Mais qui était féru d'entraînement à part toi au final? il y avait des garçons comme Christian Lopez, comme Jean Dion, comme les Stéphanois, ils faisaient pas les guignols et les Nantais faisaient pas les guignols avec l'entraînement. C'était quand même connu pour les gars qui. Robert Herbin n'était pas réputé pour être un tendre. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On l'a Et vu. à l'époque, ce qu'on appelle l'aérobipuissance maintenant, à l'époque, on appelait ça la résistance.
Et la résistance, c'était, tu faisais des 400 mètres, tu faisais des 800 mètres, tu faisais des 100 mètres, des 200 mètres. Il fallait les faire dans un temps précis, des trucs comme ça. Et tu finissais ventre à terre. Hein. Donc, Ouais, ouais, il paraît et qu'il dégueulait tous les mardis Robert après Rapin, je l'entraînement. sais qu'il avait cette réputation-là aussi. Moi, finalement, j'étais avec des garçons qui étaient adeptes de l'entraînement et ainsi de suite. Gérard Jambion, qui arrêtait pas de faire des allers-retours sur son côté droit. Ouais. Bon, même s'il était des îles, qu'il avait la génétique pour lui, Maxime Bossis, c'était pareil. Les joueurs qui étaient dans des postes comme milieu de terrain défensif ou qui étaient défenseurs étaient des adeptes de l'entraînement. Ouais. Ouais. Ceux qui étaient devant, c'est pas la même chose. Eux, Ouais. c'était des artistes du football avec le dans les pieds. De toute façon, t'avais Alain Giresse aussi. T'avais Alain Giresse, les fameux quatuors qu'il y a eu après avec Tigana et puis Giannini. Giannini et puis t'avais René Girard aussi qui était là. T'avais des joueurs de mon profil qui étaient des adeptes de l'entraînement parce que toutes les équipes avaient besoin de ça. Toutes les équipes avaient besoin de ça. Pour faire briller ces garçons-là, il fallait bien qu'il y ait ce qu'on appelle vulgairement des porteurs d'eau, voilà quoi. Sans faire un lien avec l'ambiance ou les générations qu'il y avait à Monaco, avec lesquelles on s'est bien entendu. Moi, quand j'ai été en équipe de France, j'ai jamais eu de problème. Au contraire, j'avais même peut-être l'impression de revivre ce que je revivais à Monaco avec des générations différentes et dont l'osmose était parfaite pour construire ce qu'ils ont bâti après. D'ailleurs, la preuve, c'est que après, ça a décollé et puis le train a été lancé, quoi. Après, on était en octobre, on va jouer en Irlande. Ouais. On perd 3-2. C'était la première sélection de Bruno Bellone qui marque son premier but. À London Roll avec le train qui passe sous les tribunes là. C'est là, je m'en souviens très bien parce que j'avais récupéré le ballon du match qui était un mitre, dit quelque chose. Ouais, bien sûr, Mitre, c'est les ballons des championnats Ballon là, anglais. et ça volait tout ça. Et j'avais tout l'équipement de Houghton qui était un arrière latéral de l'Irlande. Donc voilà. Et puis l'histoire s'est arrêtée là. Après moi, pour moi, l'équipe de France, voilà. Puis surtout qu'en 80, alors le comble du comble pour un joueur monégasque, j'ai eu une fracture du rocher. Le rocher, c'est un autre qui est ici. J'allais dire, je sais même pas où c'est. Hein? Je sais même pas où c'est le rocher. C'est ce qui sépare le cerveau de l'extérieur. Et comment tu t'es fait ça? À Bordeaux, au bout d'un quart d'heure de jeu, corner contre nous, Marius Trésor qui joue à Bordeaux, il monte. Moi, je suis là à défendre, bien sûr, et puis le ballon il arrive. Je monte, je frappe le ballon de la tête, je gagne le duel, je précise. Et par contre, Marius, lui, me prend la tempe. Là. Ouais. Et là, j'ai l'oreille qui a éclaté en sang. Ah ouais. Et donc, je vais me faire soigner, tout ça. Je reprends, on me met du coton, je vais changer le coton parce que ça pissait le sang sans arrêt. À l'époque, à Bordeaux, il y avait des vestiaires, il y avait le tunnel pour aller au Ouais, vestiaire. le long tunnel. Long tunnel, et on arrivait dans un patio qui était une sorte de petite arène sablée. Et Gérard Bagny, je lui dis, faites-moi faire des têtes. Et il m'envoyait des ballons. Et moi, je frappais de la tête, je frappais de la tête. Et j'ai joué tout le match comme ça. Le soir à l'hôtel, j'avais mal à la tête, j'avais mal de partout. Et je dis à Jean-Luc, on était en chambre ensemble, je vais mettre le réveil toutes les 10 minutes. Waouh. Et si je l'arrête pas, t'appelles d'urgence. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire Ouais. que tu n'es pas capable de gérer. Et tout. Et Mais t'avais pas mis ta tête dans de l'eau chaude avec 2 ampoules non. Non, j'avais le tympan qui avait explosé, je savais pas encore. Mais non, j'ai pas mis la tête dans de l'eau chaude. Là. Et j'avais une odeur de ce qui coulait. Je sais plus si c'est du liquide enfin, je connais plus le terme exact. Mais ça sentait pas bon et on devait reprendre l'avion pour rentrer. Waouh. Putain, là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on arrive à Monaco, je vais passer les radios. Et le radiologue à Monaco, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, il me dit, bon, c'est bon, il n'y a pas grand-chose. Ah bon? Il n'y a pas grand-chose, tout ça, ça pissait encore, tout ça. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et je suis allé à Menton voir un autre toubib, et là, ils ont décelé une fracture du rocher. Waouh. Et donc, Ah oui, donc- pendant 8 jours à l'hôpital, je suis resté, je comptais les trous du plafond, et j'avais une paralysie faciale aussi en même temps. Et en fait, et les gars, ils venaient me voir, ils me racontaient des conneries pour essayer de me faire rire, pour me faire muscler, tout ça et tout. Et moi, j'arrivais pas, tout ça et tout. Et puis, je suis resté une semaine comme ça. Et petit à petit, donc ça, c'était en novembre 80, je crois, ouais. Et petit à petit, bon, les choses se sont faites. J'ai repris l'entraînement. Je faisais du vélo à 4 heures du matin dans les rues de Monaco. À chaque fois que je passais devant les halles de Monaco, les primeurs, ils me ravitaillaient en fruits.
Oui, alors c'est ce que disait Jean-Luc Ettori, qu'à chaque fois qu'il se baladait pour aller au stade, Marchand, les épiciers leur maraîcher, donnaient du raisin, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, bah moi, il donnait du raisin et il me ravitaillait, il me voyait passer parce que je faisais grosso modo le circuit automobile. Je passais automatiquement devant les halles et il y avait un monsieur qui était imprimeur qui s'appelait Pierrot Lupi et à chaque fois que je passais, il voyait le temps à peu près, il me donnait des fruits pour me ravitailler. Après l'histoire de l'équipe de France, je suis revenu une fois, mais ça s'est arrêté au mois de mars et et quand il y a eu la Coupe du Monde en Espagne, donc il y avait 22 joueurs, il y avait une liste de 40 qui était faite, donc j'étais dans la liste des 40, et après ils en ont pris 22, et ils s'étaient dit que le choix pour le milieu de terrain défensif, c'était ou René Girard ou moi. Ouais. Ou Larios, non? Tu n'étais pas un peu aussi en concurrence avec Larios? Non, non, Lario, non, c'était surtout René Girard et moi. Mais Ouais. comme à l'époque, il y avait déjà Giresse, Tigana Ouais. et René, donc c'était René, et ainsi de suite. Et Jean-Luc, lui, a été sélectionné lui, pour la Coupe du Monde. Ouais. Ça a été la surprise de la Coupe du Monde. Total. Au niveau de sélection. Et puis voilà. Bon, et là, c'était une grosse déception, mais j'ai reçu une lettre de Michel Hidalgo qui me disait, je comprends que ta déception, qui devait être à la hauteur de tes ambitions, enfin, et je comprends que tu n'aies pas pu retenir, mais été retenu, mais j'ai dû faire mon choix au milieu de terrain défensif. Et ça m'avait plus ou moins rasséréné, Ouais. un peu soulagé, quoi. Bon, le problème, c'est que j'ai appris que les 18 autres, ils avaient reçu la même lettre. Exactement la même? Ouais, Voilà. bah, donc, Ouais. C'est marrant. voilà. Ah bah, je crois que c'était juste pour moi, maintenant c'était pas pour moi. Et quand est-ce que tu lui as appris ça, qu'il l'avait envoyé à tout le monde? Oh, j'ai dû l'apprendre, je sais pas, 2-3 mois après. Parce D'accord. qu'après, les gens, on se côtoie de Ouais, nouveau. vous parliez, Bien ouais. sûr. On se côtoie de nouveau, donc voilà. Bon, il n'y avait pas les portables pour savoir si on avait reçu la même chose, mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir, quand on a joué en Irlande, euh, moi, une fois qu'on va jouer à Dundee United, Oui. En Écosse. Coupe d'Europe. Mm. Les 3 capitaines de l'équipe étaient tous blessés. Et c'est moi qui me retrouve capitaine de l'équipe à Dundee United. Après le match, à Dundee, on a mangé avec la famille princière. Il y avait le prince régné à droite et la princesse à gauche. Wow. Et les enfants à la table. C'est la seule fois de ma vie où j'ai mangé avec la petite cuillère comme ça. Et donc, j'avais bénéficié du fait que j'étais capitaine ce jour-là, tout ça et tout. Donc voilà. Et quelques temps après, on va jouer en Irlande, donc avec l'équipe de France. Et on perd 3-2. Et là, il y a un journaliste du But, je sais plus comment il s'appelait. Je sais pas si c'était pas Vincent qui est malheureusement plus là maintenant, Vincent Machenon. Il me dit, ça te plaît d'être capitaine? Ah, je dis, moi, j'ai toujours voulu être capitaine. J'ai toujours voulu être capitaine et j'aurais aimé être capitaine. Et 3 jours après, le But paraissait le vendredi, le mardi et le vendredi à l'époque. Donc, on avait dû jouer un mardi ou un mercredi. Et compte rendu du match, commentaire Didier Christophe, j'aurais voulu être capitaine. Plus mis les pieds en équipe de France. Ah, tu penses à ça? Parce que je l'ai vu 15 ans après, je lui en ai parlé à Michel. Je l'avais vu à l'UEFA quand il était président de l'UEFA. Et j'ai appelé le gars, j'ai dit, mais pourquoi vous avez écrit ça? Ouais, c'est vraiment une tuerie. Il dit, non, mais j'ai jamais dit que je voulais être capitaine de l'équipe de France. Ouais. Mais j'aurais toujours voulu être capitaine. Ouais, Non, ce qui est tout à fait louable comme complètement intention. différent. Complètement différent. Toutes les équipes, capitaine à Lille, à Reims, à Grenoble, à Toulouse, et ainsi de suite, quoi. À Rennes. Et donc voilà, j'ai plus mis les pieds en équipe de France. Et quand une fois, j'avais revu Michel Platini, on avait mangé ensemble à Nyons, là-bas, et j'avais dit, putain, quand je pense que tu m'as viré de l'équipe de France. Et donc, je lui raconte le truc, il me dit, non, 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 moi, j'étais pour rien, quoi. Bon. Après, ouais, pas vrai, bon. Mais tu penses que ça a eu un impact quand même minime, cet article? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, après, ma carrière en équipe de France était quasi terminée parce que j'avais décidé de partir pour voir si j'étais capable d'apporter quelque chose à d'autres équipes. En sachant qu'à Monaco, là, après ma première saison à Monaco, il y avait le club de Brighton qui m'avait contacté en Angleterre. Et j'étais allé faire un essai à Brighton. Ah ouais, ok. Rare quand même, un Français, et Brighton, surtout à... il y avait Didier Six qui était déjà là. Ouais, mais en français milieu défensif, parce que les attaquants, effectivement, ils étaient plus exportables. Un joueur dans ta Je suis position, allé faire un c'était stage, rare. 3 jours d'essai à Brighton à l'époque.
Et Brighton voulait me prendre. Mais sauf que c'est à l'époque où la fédé anglaise disait que pour venir jouer en Angleterre, il faut être international. Et comme je l'ai dit, moi j'étais A, mais amateur. Ouais. Ouais, à ce moment-là. C'était pas le bon A. Mais bon, déjà, des Anglais, déjà à l'époque, c'était, je me Ouais, souviens, c'était costaud. c'était costaud. On avait fait un entraînement dans la boue, des trucs comme ça. Après l'entraînement, je nettoyais mes chaussures, il me fait top, top, top. Il y a un gars qui est venu, 10 minutes après, tout était propre, tout, bien, tout ça. Bon. Enfin, bon. Et le manager général de ce club, c'était Alan Mulry, qui était un défenseur central de Mm. l'équipe nationale d'Angleterre. Et donc, je suis pas parti à Monaco. 2 ans après, il y a Manchester United qui voulait que j'aille jouer chez eux. Et c'était l'entraîneur, c'était Ron Atkinson. Ouais, bien sûr. Ron Atkinson, avant Alex Ferguson. Ouais. Mais là, t'étais A ou pas déjà? Oui, tiens, à ce moment-là. Là, j'étais à, oui, oui, oui. Mais là, c'est Monaco qui veut pas te laisser partir. C'est Monaco qui veut pas me laisser partir. Hein. Et l'année d'après, le jour où je décide de partir, c'est Saint-Étienne qui voulait me prendre. Et c'était hors de question que j'aille à Saint-Étienne pour moi. Et après, tu dis que t'es pas rancunier. Donc, tu exagères un peu, Didier, hein, parce que là, effectivement, Saint-Etienne, on sait pourquoi tu voulais que t'avais viré quelques années auparavant. Non, 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 Non non, 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 je suis pas allé à Saint-Étienne parce que Monaco, c'était hors question pour Monaco que j'aille à Saint-Étienne. Ah, Ah, c'était Monaco, c'est pas D'accord. toi. Ah non, J'avais non, pas non, compris. c'était hors de question que pour Monaco que je puisse aller je voulais partir, je partais, mais je partais pas à Saint-Étienne ou à un Ah, et toi, tu aurais accepté concurrent à d'aller à Monaco. Saint-Etienne. Ah oui, moi ça m'aurait pas Bon, oui, posé en de problème. 80, Saint-Étienne, ils viennent de recruter Platini, ils ont recruté Johnny Rep. Ah bah là, Hein. ils ont recruté ces jours-là parce que nous en 82 on est champion de France. Ouais, c'est C'est ça. là où il y a eu le fameux match à la fin du championnat contre Metz où ils gagnent 7-1 ou Ouais. 7-2, je sais plus. Ah oui, Et et au goal average, c'est ça? ils pouvaient nous passer devant au goal average. Et nous on jouait contre Strasbourg à la maison. Et je Une jouais équipe contre solide. Strasbourg à la maison et je suis plus à un quart d'heure de la fin, il y avait 0-0. Et à l'époque, mon adversaire direct, c'était Francis Piasecki. Ouais, super joueur, hein. Incroyable Et meneur de jeu. ouais, ouais, il y avait des sacrés meneurs de jeu à l'époque. Hein. Et bon, Strasbourg jouait le jeu, tout ça. Arrêtez, tout ça et tout, c'est pas possible. Vous n'avez rien à jouer, vous faites rien, tout ça et tout. Il dit, mais qu'est-ce que si vous faites nul, c'est bon. Ben, j'ai dit, non, c'est pas bon. Parce que les autres, ils ont déjà mis 7 buts. Et au goal average, on est marron. Il dit, non, c'est pas vrai. Et tout. Et malgré tout ça, ils ont continué à jouer le jeu. Et on marque par Barberis à 10 minutes de la fin, quoi. Et on gagne. Sur un penalty complètement. Non, 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 c'est sur un Je corner rigole. de Platini de Barberis. Et Ouais. non, non, c'est pas sur un penalty. Mais eux, à l'époque, Saint-Etienne, je me demande si c'était pas 9-2 le score, comme ça. Ouais. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que dans cette époque-là, ça arrivait quand même assez souvent, ce genre de petit arrangement de dernière minute, où une équipe qui avait plus trop grand-chose à jouer, ouais, laisser un peu filer le match. Tu avais déjà remarqué ce genre de petit arrangement de l'époque? Franchement, c'est pas des. J'ai jamais le match de Saint-Étienne-Metz, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose. Ouais. Il devait peut-être y avoir quelque chose de tout ça. Je sais pas si ils avaient Patrick Battiston, il jouait déjà à Saint-Étienne à cette époque, je sais plus. Euh, à l'époque, il n'y avait pas. Je pense que c'était pas net. Ouais. C'était pas net. Euh, sans parler d'arrangement, où il y avait des choses qui se créaient, qui se passaient. C'était notamment sur l'intimidation. Quand elle allait jouer dans certains endroits, quand elle est à Bordeaux, quand elle est garde de score, quand elle est jouer à Bastia, quand elle est joué, il y avait des joueurs aussi qui cherchaient à t'intimider. Moi, je me souviens le premier match que j'ai fait en face de moi, il y avait Patrice Rio. L'armoire normande, ouais. Ouais, donc pas dans le tunnel, parce qu'il n'y avait pas de tunnel à l'époque à Monaco. Dans les escaliers, il me dit, là, tu vas pas toucher un ballon aujourd'hui, je te le garantis, parce que je vais m'occuper de toi. Voilà, donc il y avait ce genre de choses comme ça et tout. Mais toi, t'étais quand même physiquement, t'es un monstre. T'étais pas un petit mec fluet. Comment est-ce que les mecs, ils pensaient vraiment que ça allait avoir un effet sur toi? Ils y croyaient peut-être. Ouais. Ils y Parce croyaient que je peut-être. peux comprendre qu'on dise ça à un Bruno Bellone ou à un joueur de ce gabarit, mais toi, tu leur mettais. Bon, peut-être pas Patrice Rio parce qu'il était assez massif aussi, Ouais, mais de manière Patrice générale. Rio, Patrice Rio, il était massif. Ouais. J'ai jamais craint qui ait pu avoir en face. Je veux dire, bon, j'étais, comme le disait Guillaume quand même, j'étais élevé à la dure, j'ai été Ouais. élevé
C'est ça, je traversais l'hiver en short. À l'époque, les températures, c'était -10. Donc, non, on pouvait pas m'ébranler, quoi. Je pense pas qu'on pouvait m'ébranler, tout ça et tout. Voilà, j'ai jamais eu peur, tout ça. On a essayé de m'intimider, des trucs comme ça et tout. Et le mec le plus méchant contre lequel tu as joué, c'était qui? Le plus méchant? Ouais. Je sais pas si, il y avait des joueurs qui étaétaient durs. Ouais. C'était dur. Gernot Rohr était dur. Bon, c'était aussi costaud dans les attentats. René Girard était dur. Patrice Riot était dur. Roland Courbis était dur parce que j'ai joué après contre lui quand il était à Toulon. Ouais. Bon, à Toulon, c'était pas des enfants de cœur, hein, avec les Non, Alfano, il y avait Alfano, il y avait Casoni, Berenguer. Berenguer, tout ça et tout. Donc, moi, j'ai jamais méchant. C'était des contacts directs, c'était des choses pures, on va dire. D'accord, c'était dur sans être méchant. C'était plus de la loyauté dans le combat sur effectivement qui pouvait être le plus fort, le plus agressif, le plus hargneux, le plus dur dans les contacts, des trucs comme ça. Voilà. Mais il n'y avait pas non plus beaucoup de vices comme il peut y avoir maintenant. Maintenant, tu prends un coup de coude dans la tronche, tu peux te prendre, même si moi je me suis fait fracturer le nez dans un match. 7 fois? Ouais, Wow. 7 fois j'ai eu les graphées. Et tu t'avais pas ces coups-là, tout ça et tout. T'avais pas les mecs où tu voyais arriver le pied sur la cheville, des trucs comme ça. Bon, ceci dit, après tu dis que tu l'avais pas parce que tu le voyais pas à la télé non plus. Alors. Ouais, et puis les arbitres, ils sifflaient quand même un peu moins, donc c'était quand même plus le jeu continuait, quoi. Oui, voilà, moi, j'ai pas de souvenirs comme ça. J'ai pas de trucs où j'étais en conflit avec des. Je me souviens d'un match, notamment quand on était à Lille et on avait fait les 8-9 premiers matchs en été dernier et on recevait Bordeaux. Le terrain était hyper boueux et puis Bordeaux, c'était la grande équipe, hein, Giresse. Ouais, La Dream vraiment Team. les l'équipe des années 80. Ouais, ils avaient un match contre Hajduk Split, je crois. Oui. Ils sont venus à Lille. Bon, à Lille, on avait mis l'accent sur le domaine physique. En plus, le Clément Préjuré, c'était archi plein. Et on les a fracassés 3-0, quoi. Et c'était plein de la violence, des trucs comme ça. Le seul qui s'était pas plaint et qui avait dit que c'est comme ça, c'était Aimé Jacquet. Ah oui, d'accord. Il avait dit non, mais c'est une équipe qui joue avec ses moyens, qui demande du combat, qui demande ci, qui demande ça, et ainsi de suite. Et puis on n'a pas été capable de répondre. On savait aussi que 3 jours après, ils jouaient contre Hajduk Split. Hein. Ouais, donc ils allaient lever le pied un peu physiquement, quoi. Et sans doute un peu lever le pied. Et... Bon, mais ils auraient dû s'attendre peut-être aussi à ce que nous on fasse enfin, c'est pas qu'on produise ce genre de match parce que c'était notre cible de jeu. Ouais, donc j'ai pas vraiment de souvenirs, même si quand tu te frottes à René Girard, c'est pas détendre. Oui, c'est pour ça. Alors, quand elle jouait à la Paillade Montpellier, comme on avait joué avec Monaco en demi-finale de la Coupe de France, à l'époque, il y avait 2 ou 3 joueurs qui étaient à la Paillade Montpellier. C'était chaud à la Mosson. Hein. Tu avais le loulou qui était dans le couloir. Il disait à Christian d'Alger, tes frisettes aujourd'hui, je vais te défriser. Des trucs comme ça. Quoi. Montpellier, ils avaient perdu que 2-1 chez nous en demi-finale à l'aller. Parce qu'à l'époque, demi-finale, c'était... Et voilà, puis on avait gagné à la Mosson, tout ça. Et moi j'avais joué là, ce match-là. J'avais joué 3 jours après la fracture du nez. Ah ouais. Wow. Le mercredi, je m'étais fracturé le nez d'un coup de coude, j'avais pris à Sochaux, contre Sochaux. J'avais l'os, il était là. Là, je suis sorti du terrain, je suis allé voir mon ex-époux, j'ai dit, si je reste comme ça, c'est pas grave. Ouais, mais ouais, ils m'ont filé 2 ou 3 cachetons. Ils t'ont remis le nez. Ils m'ont emmené à la clinique, ils m'ont opéré. Le problème, c'est qu'ils m'ont pas dit que ils mettaient des mèches. Ouais. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu respirer comme ça et tout, et puis j'ai commencé à paniquer. Ils étaient à me tenir. Et le chirurgien il a dit, c'est soit vous arrêtez de suite, soit je vous mets la camisole. J'ai dit, c'est bon, j'arrête. Et puis voilà. Et donc, c'était le jeudi, ça. Le vendredi matin, il passe. Il me dit, comment ça va? Je dis, ouais, à votre avis? Je dis, ça va bien. C'était pas vrai. Hein. Et je dis, quand c'est que je sors? Il dit, faut attendre 4-5 jours. Je dis, non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai match mercredi. J'ai match. Il dit, non, mais vous pouvez pas jouer.
Ah, mais si, je vais jouer. Je vais jouer. Vous allez m'enlever les mèches, là? Et non, il veut un filet de m'enlever les mèches. Donc, quand il t'enlève ça, je sais pas si tu as l'impression d'avoir 4 mètres de mèche. Ouais, ça Ouais. coule à tout va. C'est impressionnant. Hein. Et l'après-midi, je suis allé m'entraîner, le vendredi après-midi. Gérard Badin, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens m'entraîner. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Au même moment que je lui dis ça, je balance un caillot de sang comme ça. Mais je suis allé jouer à Montpellier le lendemain. Et on est d'accord que tu n'avais pas un masque en titane. J'avais un masque. Ah si, quand même. Je l'ai enlevé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Tu t'arrivais plus à respirer. Le premier corner qu'il y a, je vais sur le corner, je prends le ballon de la tête et je vois le point de Formici, le gardien, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, bien sûr. Formici, qui passe à ça, je dis putain, s'il me prend le nez, j'y suis encore. Et j'ai continué comme ça, et j'ai fait tous les matchs qu'on suivi, et ainsi de suite. Quoi. Bon, je respire plus de ce nez. Hein. D'un Ah côté, Ouais, j'ai envie de dire, c'était je me peut-être pas suis la jamais fait meilleure. opérer, je me suis jamais fait opérer. Et dans ta Mais raconte- carrière, est-ce que tu as pris beaucoup de cartons rouges? Je sais plus. Non, je crois pas. Non, j'ai pas pris de. J'ai été suspendu, oui, mais j'ai pas pris énormément de cartons rouges. Non. Ça doit se compter sur les doigts d'une main sans aucun problème. Alors, d'après les statistiques que moi j'ai, je crois que tu as eu un seul carton rouge. Ouais, bah tu vois, c'est possible. C'était contre le Stade Rennais d'ailleurs en 83. Donc c'était avec Lille. Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est possible. Non, j'ai pas pris de carton rouge. Des jaunes, oui, je sais. Mais j'ai pas pris de carton rouge. Non. Alors, on parlait de Monaco. Tu as deux grands moments au niveau du palmarès à Monaco. Tu as la Coupe de France. Tu participes à la finale contre Orléans, que vous gagnez 3-1. Et tu as aussi le championnat en 82, que vous remportez. C'est quoi tes meilleurs souvenirs au niveau du palmarès dans cette équipe monégasque? Bah, la Coupe de France, je me souviens des quarts de finale contre Sochaux parce que Jean-Luc, il avait arrêté, je sais pas combien de pénaltys, a été retiré et qui ont été refrappés, qu'il a de nouveau arrêté et ainsi de suite. Donc, je pense que les quarts de finale, les demi-finales et la finale, bien sûr, ça, je les ai joués. La demi-finale, c'était contre Montpellier. Donc, la Coupe de France, par définition, je reviendrai sur Monaco après. Je l'ai gagné à Monaco et tous les clubs où je suis passé, on est allé en demi-finale. Ouais, Ouais. exactement. Lille et Avec Rennes. Toulouse, avec Lille, avec Rennes, avec Toulouse et Reims. Ouais. On a fait demi-finale à chaque fois. Et donc, à l'époque, comme c'était des matchs aller-retour, je pense que j'ai joué beaucoup de matchs en Coupe de France. Donc voilà, après les souvenirs, on gagnait la Coupe de France avec Monaco. Il y avait eu un but de Délionis que Jackie Lemay avait longtemps contesté sur un coup franc et ainsi de suite. Bon, Orléans avait fait un super parcours parce qu'à l'époque, ils étaient en division 2. Hein. Ils avaient eu l'impression d'être un peu lésés sur l'arbitrage et ainsi de suite. Mais bon, je pense sincèrement que que la victoire qu'il y a eu, c'était logique. Donc voilà. Et là, quand on parle de ça, je vois l'image de Jeannot Petit qui soulève la coupe dans la tribune du Parc des Princes. C'était Mitterrand, je crois. C'est des souvenirs impérissables parce qu'après il y a le retour à Monaco. Maintenant ils mettent des cars, mais à Monaco tu peux pas mettre de cars parce qu'ils passent pas dans les rues. Donc on était sur des voitures décapotables. On a fait le tour par Beau Soleil, par Monaco. Il y avait toute la principauté qui était là, le prince et ainsi de suite. Après j'ai un autre souvenir, mais alors celui-là il est vraiment rattaché à 2 ans avant, à l'époque où ils ont été champions de France Monaco en 78. Je crois que j'avais dû faire une apparition sur le banc pendant cette saison sans jouer. Ouais. Et la saison qui suit, on est invité tous les joueurs qui avaient participé. Moi, ils avaient considéré que j'avais participé. On était invité à un restaurant à Monte-Carlo qui s'appelait le Bec Rouge. Ok. Et le prince le prince Régnier, pardon, il avait offert à chacun un coffret rouge avec dedans 3 pièces d'or frappées du sceau de la principauté. Ah, Le prince Régnier, la princesse Grace, et puis une troisième pièce. C'était des pièces de valeurs différentes, que j'ai toujours, bien sûr, enfin, que j'ai donné à mes enfants. Et j'avais eu droit à ça, moi. Et j'avais été complètement surpris quand on me les a remboursés. Parce que sur l'écran, il y avait marqué ton nom, Didier Christophe, Ah je oui. pense, 78, 79, 77, 78. Alors que j'ai quasiment pas participé. Enfin, j'ai même pas participé, d'ailleurs. Si ce n'est ouais. une feuille de match. Voilà. Puis à l'époque, la feuille de match, il y en avait 12, hein. Il n'y en avait pas 13, 14, 15 ou 25. Donc ça m'avait marqué. Après, pour revenir à la Coupe de France, bah, bien sûr, c'était première saison en pro.
complète. Tu gagnes la Coupe de France. Voilà, quoi. Puis après, il s'en est suivi 2 autres avec le titre de champion de France. La deuxième, elle a pas très bien commencé à Monaco, d'ailleurs. Parce que Gérard Banil, il m'a remis les idées en place de suite. Il y avait un mec qui m'avait contacté pour écrire un livre sur mon ascension rapide. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais été élu, Révélation France Football, ouais. L'année d'après, c'est Tigana, hein. Pour te dire qu'il le donnait vraiment pas à n'importe qui. là, je crois que j'avais été marqué, ça avait été marqué le nouveau roi du milieu, enfin, un truc comme ça, quoi. C'était dans France Foot aussi. Et donc, Ouais. il y a un gars qui me contacte pour écrire un bouquin sur ma pomme. Et il me dit, ouais, voilà, j'ai vu votre ascension, j'ai vu votre parcours, ça serait bien que, bon, moi, tout jeune, tout con, un peu la tête dans les nuages ou dans les étoiles, peu importe. Et j'ai dit, bon, ouais, pourquoi pas, tout ça. Je vais voir Gérard Badil, je lui en parle. Je lui dis, bon, le monsieur m'a demandé si vous pouviez écrire la préface du livre. Il dit, pourquoi tu vas écrire un livre? Bah oui, il m'a dit, comme j'ai connu beaucoup de choses depuis que j'ai débuté, tout ça et tout, il veut faire elle me dit, ah bon, t'as connu beaucoup de choses? Bah, je dis, oui, bon, j'ai vu l'équipe de France à Monaco. Ah oui, d'accord. Les premiers matchs, je les ai fait sur le banc. Waouh. Bon, j'ai jamais fait de C'est livre, hein. le retour de bâton, hein. Le retour de bâton. Ah non, non, mais là, c'était vraiment des trucs. Gérard Banid, une anecdote au niveau du centre de formation. Un jour, vous n'avez pas connu, je pense pas. À Monaco, le centre de formation, on est sur un stabilisé à Cap d'Aille. Le terrain, il était comme ça, terrain normal. Et au bout, il y avait un petit terrain stabilisé comme ça, qui faisait un peu plus, allez, on va dire 2 surfaces de réparation. Et un jour, je mets une baffe à un joueur du centre de formation. Ah oui, bah, comme chaque Normal. semaine. Normal. Ouais. Comme chaque Normal, on fait bon. Parce qu'il mettait beaucoup. Celui-là, je citerai pas son nom, mais Si. il mettait Ça fait- beaucoup de coups. Ça fait quoi? 45 Plus de 40 ans, 50 ans 45 presque, tu peux nous le dire. Quand je te dis, il mettait beaucoup de coups quand même. Et c'était un jeune du centre de formation? Ah oui. D'ascendance espagnole. Vous devez trouver tout de suite ça. Est-ce qu'il était Ouais. d'ascendance espagnole? Ah non, je crois pas, non. C'est pas Moros, donc. Bah, c'est pas Bruno Belin quand même. Un défenseur. Ça a été un Défenseur. pilier Ah, des Monégasques. Courriol. Non. Ah, merde. Du centre de formation, Ça a été un défenseur. des piliers des joueurs monégasques et d'entraîneurs. C'est pas Claude Puel. Et ben voilà. C'est Claude Puel. Ouais. Et donc, il y a une baffe qui part. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement. Je tends la main à Gérard Banil. Il me tourne le dos. Il me dit, toi, tu t'entraînes plus avec le groupe. Et il me tourne le dos. Ça, c'est avant ou après l'épisode du livre? C'est avant, c'était au centre de formation. Ah, d'accord. Ok. C'était au centre de formation. Et je dis, mais je m'entraîne avec qui? Tu te débrouilles. Si tu veux des ballons, je te les laisse. Je t'en laisse. Et ben, il y avait le terrain stabilisé où le groupe s'entraînait. Et moi, j'allais avec ma dizaine de ballons sur l'autre terrain qui avait les 2 surfaces de réparation. Comme un enfant, quoi. Comme un enfant. Mais pendant 2 mois, je regardais ce qu'il faisait. Et 2 mois pour une 2 claque? mois, ça a duré. 2 mois, ça a duré. Et je regardais ce qu'il faisait et je refaisais les mêmes exercices que je réadaptais en étant tout seul. Ah. Et un jour, et tous les matins, j'allais voir. Mais il t'explique pourquoi? Et tu sais que c'est à cause de la claque ou il te dit rien? C'est vraiment non, le silent treatment à la. Je sais que c'est à cause de ça, tout ça et tout. Et tous les matins, j'arrivais, j'allais lui serrer la main, mais tous les matins, il me refusait de me serrer la main. Et jusqu'au jour, il m'a resserré la main. Il m'a dit, tu seras un vrai pro. Wow. Mais alors, pendant ces 2 mois, Claude Puel, quand tu le vois dans les couloirs, tu lui fais la bite au cirage ou comment ça se passe? Ah, c'était tranquille, c'était un truc qui était parti. C'était un geste d'humour, c'était Ouais. c'était tranquille, tout ça et tout. Ouais. Il n'y a jamais eu, dans le centre de formation de Monaco, il n'y a jamais eu, il y avait une génération dorée, hein, on l'a dit tout à Ouais. l'heure. Bellone, Couriol, Bijota, Amoros et puis plein d'autres encore. Il n'y a jamais eu de problème. Il y avait des gestes d'humour sur un jeu, sur un coup qui partait, des trucs comme ça. Mais c'était terminé. On vivait au quotidien ensemble. On vivait ensemble, on draguait les mêmes filles, tout ça. Ouais. Voilà, quoi. Donc, on était dans les mêmes endroits, on était toujours au Biarritz, on était toujours sur la petite. Au Biarritz, c'est là où vous jouiez aux fléchettes? Ouais. Au Biarritz, il y avait le patron du Biarritz, Monsieur Romero, puis son fils Freddy. C'était des fadas de Monaco. Et il y avait à l'époque Habib. Et Habib, c'était un nain qui faisait de l'haltérophilie à la salle de. Manu Amoros, il en a parlé. À la salle
Voilà, il s'appelait Habib, qui faisait de la musculation, d'haltérophilie à la salle du stade Louis II, qui était au bout du D'accord. couloir. Et lui, le gars, Habib, là, quand il prenait les caisses de bière, il travaillait à la cuisine, il montait les caisses de bière, il avait 3 caisses de bière qui tenaient comme ça. Enfin, Ah. il tenait le premier casier parce que bon, c'était son handicap. Il y avait encore 2 caisses de bière. Mais c'est un ange, hein, un gamin. Non, c'était un ange, ce garçon. C'était un ange. Tous les dimanches soirs, il était avec nous, il venait voir les matchs, tout ça. Quand ça allait pas, il nous consolait, il nous remotivait, des trucs comme ça. Mais c'était une aubaine d'avoir un type comme ça. Comme la famille Romero, d'ailleurs. Après, ils avaient une fille qui était splendide, qui s'appelait Colette. Bon, tout le monde lui courait après. Elle a pas pris de footballeur? Elle n'a pas pris de footballeur, non. Ouais. Non, donc, Et alors, ce que tu disais sur Claude Puel, c'est marrant parce que Claude Puel, ce que nous, on a cru comprendre des autres monégasques qu'on a eu sur l'équipe, c'est que Claude Puel, à 19 ans, il avait déjà la mentalité d'un mec de 50 ans. Ultra carré, ultra sérieux, habillé déjà comme quelqu'un qui avait 20 ans de plus. Non, c'est pas tes souvenirs? mais je dirais que la majorité des garçons qui étaient au centre de formation de Monaco étaient des mecs carrés, quoi. Même Bruno Bellone. Bruno, c'est pas pareil. D'accord. Bruno, c'était pas pareil. Il était un peu sur son nuage. C'était un garçon très joyeux, très insouciant, qui avait peur de rien, qui était sûr de sa réussite. Mais après, sur l'état d'esprit, il savait ce qu'il voulait. Il faut quand même comprendre qu'à l'époque, Monaco, il y avait peut-être 20 gars qui étaient au centre de formation. Je veux dire, il y en a 15-18 qui ont fait une carrière pro, quoi. Ouais, c'est ça. À des niveaux différents, certes, mais il y en a 15-18 qui ont fait une carrière pro. C'était Et beaucoup incroyable. d'internationaux qui sont sortis de cette période. C'est incroyable. Exactement. Aujourd'hui, je pense que dans la majorité, enfin bon, Monaco, peut-être, mais quand tu as des internationaux qui sortent, tout ça, c'est pas toujours des joueurs qui sont arrivés à 15 ans. C'est des joueurs qui arrivent des fois à 17 ans, 18 ans, qui deviennent internationaux, et ainsi de suite. Mais Monaco, c'est des mecs qui arrivaient à 15 ans, à 16 ans, à 15 ans, et puis qui étaient là, qui se sont forgés, qui se sont formés. Il y en a eu, il y a eu Abdallah Légion aussi, Légion qui était international algérien. Il y a eu plein de joueurs comme ça qui ont été des joueurs internationaux et encore des pros. Doudou à Strasbourg, il était incroyable. C'était un de mes joueurs préférés. Ouais, Doudou, il était champion de France 82 avec nous, lui. Hein, donc voilà, mais comment dire, je sais pas s'il y a eu un ratio qui a été fait depuis toutes ces années sur la réussite d'un centre de formation par rapport au nombre de joueurs qu'il avait et ces joueurs qui sont devenus internationaux ou qui ont réellement fait une carrière pro. Ouais. Bah, de toute façon, tu avais Saint-Etienne et Nantes et Monaco, je crois. Ouais, Sochaux aussi, bon, Ouais, dans Sochaux. un degré moindre. Oui, mais je sais pas, parce que bon, Amoros international, Bellone, Ettori, Christophe, Courriol. Jota, Courriol, et puis d'autres. Et après, il y en a d'autres qui sont pas devenus internationaux, comme Jean-Claude Fage, comme Thierry Dino, comme André Barral, Andrea Mitrano, qui ont fait des carrières de footballeurs pro extraordinaires dans des clubs de Ligue 1. Donc, il faut se rendre compte de ça, quoi. Ouais, exactement. Mais de toute façon, Et encore, moi, je parle des jeunes, hein. Parce que t'avais Dalgier, t'avais Christian Dalgier, t'avais Jeannot Coty, Roland Courbis, ça avait été international aussi, peut-être pas chez Léa, mais t'en avais d'autres. Et quand c'était pas des Français, c'était Barberis, c'était Ralph Edstrom. c'était des internationaux étrangers, ça c'est sûr. C'est la fin de ce premier volet avec Didier Christophe. Si toutes ces anecdotes vous ont plu, sachez que le deuxième épisode fourmille d'anecdotes magnifiques. On vous le conseille très très fortement, ce sera dès la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est Looking at You des Tartan Rascals. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous souhaitez entendre votre message diffusé dans le podcast des légendes, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant des anciens joueurs, des grands matchs et de tout ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Nous en avons plus d'une centaine ainsi que des articles dont ceux ultra intéressant de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur cette newsletter, allez sur notre site web, vous verrez c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.